Bonjour, bienvenue au Saint-Pierre. Mon nom est Éric Saint-Pierre et mon collègue Joël Beaupré. Cette semaine, l'émission est rendue possible grâce à la participation de Vidéopod. Vidéopod, qu'est-ce que c'est, Joël? Vidéopod, c'est un service clé en main. C'est un studio portatif. On se déplace chez vous, puis dans le fond, on capte en vidéo. Souvent, c'est des personnes qui ont des podcasts audio. On transfère ça en vidéo. Puis, Donc, vous offrez le service clé en main et on peut retrouver vos services sur videopod.ca. Donc, pour passer de l'audio à la vidéo, allez sur videopod.ca. Cette semaine, à l'émission, on a eu la chance de recevoir Bastien Poulain des Soda 1642, avec qui on a parlé de plein de choses sur l'entrepreneuriat. C'est un entrepreneur de famille. C'est vraiment super intéressant. Il y a une histoire vraiment hallucinante. Et puis, on a parlé, entre autres, de sociofinancement sur des plateformes telles que Kickstarter et Ulele, qui se sert présentement à l'enregistrement de l'émission pour lancer sa nouvelle boisson qui s'appelle une nouvelle boisson à l'orange. Donc, il y a aussi, on a parlé bien sûr de son entreprise qui est 1642. L'origine de 1642, le nom, on n'en a pas parlé dans l'émission, puis je tenais important de le mentionner. Ça vient c'est la fondation de la ville de Montréal. La date, c'est la date de la fondation. La date de la fondation de la ville de Montréal. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, Bastien, c'est pas un Québécois, il vient de la France, et puis il a décidé d'utiliser l'identité de la ville de Montréal pour finalement pour ses produits. Donc, sur ça, on va vous laisser là-dessus, puis on va. On goûter. va faire On y va? goûtons-y. On y va? On est rendu là? Ouais. Je pense que oui. Cheers! Cheers. Bonne émission. Bonne émission. Bonjour, bienvenue au Saint-Pierre. Mon nom est Éric Saint-Pierre. L'émission finalement dédiée à l'entrepreneuriat pour démontrer c'est quoi l'entrepreneuriat, l'essence entrepreneuriale. On va ralentir le pace un petit peu de stress aujourd'hui parce que j'ai reçu un invité vraiment, vraiment sympathique puis avec une compagnie vraiment... je trouve que c'est un exemple à suivre dans l'entrepreneuriat. Bastien Poulain qui a fondé l'entreprise les Soda 1642. Puis il y a quand même eu une bonne presse. Présentement, c'est en train de rouler. À l'heure où on se parle présentement, il y a un soda qui est sur le point de sortir, qui est en train de se faire socio-financer. On va parler de ça, bien sûr, au courant de l'émission. Bastien, merci d'avoir accepté l'émission. Merci de prendre ton temps. Puis je sais que tu es occupé de ce temps-ci parce qu'on s'entend, c'est le temps des fêtes, oui. À l'heure où on enregistre l'émission. Donc, les sodas, il y en a, il s'en vend. Oui. Là, la campagne Ulele, qui est le nouveau soda qui va sortir. Donc, parle-nous un petit peu. On va juste commencer l'émission, finalement, en te présentant, finalement, qui t'es, puis ton entreprise, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait. Parfait. Alors, moi, je suis un être humain. C'est vrai, c'est bon débat. J'ai 34 ans, puis en fait, je suis originaire de Bretagne à la base. Je suis arrivé au Québec en fait en 2008. Donc, c'est ma 9e année d'amour avec le Québec. Et puis, en fait, j'ai fondé donc, les Soda 1642, comme tu l'as dit. En 2015, j'ai eu ma première production. L'idée, en fait, est venue en mars 2013. Donc, ça te donne un peu une idée dans l'échelle de temps. Ouais, okay. Entre mars 2013 et janvier 2015, ça a pris vraiment du temps, en fait, entre l'idéation, puis l'exécution et la conception, en fait, pour avoir la première production. Et est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu de l'idée, comment elle est venue, l'idée est venue, moi j'avais entendu, tu as eu quand même quelques apparitions au Dragon, dans 2 apparitions au Dragon en français, puis un au Dragon's Den en anglais. Oui. On en reviendra plus tard. Mais oui, tu avais parlé que l'idée faisait partie d'une poutine, alors je ne veux pas voler le punch, mais vas-y. En fait, il y a beaucoup de... J'ai remarqué en fait que pour créer une entreprise, il y a beaucoup d'environnement, de facteurs qui fait que
la personne se décide de partir une entreprise. Moi, mon grand-père, en fait, avait une petite compagnie d'électriciens. Mon père a aussi une compagnie en France, en fait, d'agence de placement, en fait, pour tout ce qui est travail temporaire. Donc, il y a un milieu entrepreneurial dans ta famille. Donc, là, c'est ça, en fait, c'est sûr que si j'avais dit je vais me partir une compagnie de ketchup bleu parce que personne ne l'a fait, puis c'est super le fun, un ketchup bleu, je suis pas sûr que mon père aurait fait comme « Hey, Guy, t'as vraiment la meilleure idée du siècle. » Mais par contre, quand je suis arrivé avec le projet de faire un produit différencié, de qualité, avec des bons ingrédients et fait au Québec, mon père a fait comme oui, je pense que tu tiens quelque chose qui a de l'allure, puis je vais t'épauler pour justement partir la business. Alors, l'anecdote, le déclencheur vraiment de la poutine est vraiment plus une anecdote plus que ma réflexion derrière ça, dans le sens où, en fait, souvent on part d'un problème. Qu'est-ce qui me gêne pour partir mon entreprise? Tu sais, quand on prend un épluche patate, là. L'inventeur de l'épluche patate, ce qu'il gossait, là, c'est que ça épluchait mal avec son couteau. Fait qu'il a décidé de trouver une manière que la patate se fasse d'une meilleure façon. Moi, ce qui me gênait dans mon cas, c'est que on est arrivé à un point aujourd'hui, puis ça fait plusieurs années, où on a une standardisation partout des produits. On mange la même chose, on boit la même chose, puis en fait, je pense que c'est ce problème-là qui me faisait mal, parce que moi, quand j'ouvre mon frigo, là, je regarde mon frigo, puis je vois que j'ai des produits, j'aime consommer différemment, j'aime consommer de façon qualitative, et je n'aime pas qu'on m'impose des choix de consommation. Alors, au Québec, oui, vas-y. Oui, mais justement, c'est comme on arrive généralement, comme tu le dis, c'est standardisé depuis des années. Oui. Ça a changé un petit peu récemment, mais tu arrives, c'est Coca-Cola ou Pepsi. Oui. Et bon, on les a nommés, mais désolé. Mais bon, moi, je dis souvent la marque rouge et la marque bleue. La marque rouge et la marque bleue. Les gens comprennent bien. On coupe ça au montage, mais non. Donc, la marque rouge et la marque bleue. Puis, c'était la même chose aussi dans les bières pendant un certain temps. Tu avais seulement le gros puis l'autre gros. Puis, mais on pourrait en reparler aussi plus tard. C'est comme là, les gros rachètent les petits. Mais ça, t'avais vu ce problème-là. Tu trouvais que c'était intéressant de t'attaquer finalement à ce marché-là. Mais tu es arrivé aussi en même temps. Il y en avait d'autres qui arrivaient sur le marché. Puis je parle pas au Québec, je parle mondialement. Il y a eu une mouvance des sodas artisanaux. Comme les microbrasseries au Québec, finalement, il y en a eu beaucoup qui sont arrivés à un certain point, puis il y en a encore aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est quelque chose aussi qui avait animé, en fait, ta réflexion à démarrer cette entreprise-là? C'est certain qu'une fois que tu as l'idée, en fait, moi j'ai étudié, en fait, en administration des affaires. Fait que mon premier réflexe a été de ressortir mes cours en administration, puis de faire comme, OK, je vais suivre le livre pour voir... Est-ce que je fais les choses dans le bon sens? Fait que j'ai, dans mon plan d'affaires original, en fait, j'ai regardé le type de consommation. Est-ce que le consommer local et de meilleure qualité sont des valeurs au Québec importantes? Est-ce qu'il y a une volonté pour des produits différenciés? Dans le fond, est-ce que le risque en vaut la chandelle? Est-ce qu'il y a un réel marché pour ce type de produit? Et puis, en fait, j'ai remarqué que les boomers, en fait, ont vécu avec les grosses marques. Toutes les grosses compagnies en agroalimentaire, les boomers ont vécu là-dedans, puis ils ont embarqué là-dedans. Et c'est pour ça que dans les années 70, 80, même 90, il y a eu des compagnies québécoises qui ont fait des sodas. Mais se sont toutes fait ramasser par les multinationales, où on arrive à un duopole, c'est-à-dire que c'est uniquement deux compagnies qui maîtrisent 98% du marché. L'analyse de ça, c'est que ces entreprises-là ont vécu sur leurs acquis et n'ont pas renouvelé, n'ont pas créé, n'ont pas innové. Et quand les multinationales lancent entre 500 et 1000 nouveautés par année,
Quand même beaucoup. Un petit joueur qui n'est pas capable de se renouveler constamment, à un moment donné, tu t'épuises, puis ta business meurt. Fait que dans cette mouvance-là, moi, j'ai identifié que les millennials, puis notre génération, consommateurs de microdistilleries, on en voit là, il y en a partout au Québec, mais il y en a partout au Canada, puis dans le reste du monde. Consommation des microbrasseries. On est passé au début des années 2000 à 0,4-0,5% du marché du microbrasserie à 11-12% en 2017. Fait que ça t'allume sur, OK, si on fait de la qualité, si on fait comprendre le message à notre consommateur qu'on n'est pas comme les deux grosses multinationales, oui, ça coûte plus cher, mais vous allez avoir une expérience extraordinaire en termes de goût et en termes d'achat, en fait. Et puis, sur le marché des sodas, il n'y en avait pas, ou alors très peu au Québec. Il n'y en a encore pas beaucoup. Là. C'est encore au Québec, c'est encore petit. Là. C'est encore petit, puis on ne va pas se le cacher. On a de la grosse compétition en face de nous. Qui nous font pas de cadeaux, dans le sens où l'espace en magasin, on peut pas rajouter un 4 pieds dans un métro ou un IGA. Là. Non, c'est vrai. L'espace, il est restreint pour toutes les marques. Fait que, et souvent, en fait, l'argent qui est dépensé par les multinationales, c'est d'avoir le plus de place en magasin. Que ce soit près des caisses, près des sandwichs, dernière rangée, c'est quoi l'intérêt? Moi, j'ai une question pour toi. Vas-y. C'est quoi l'intérêt d'avoir 10 bouteilles de 2 litres de plastique dans un rayon? Le seul intérêt, moi, ce que je vois pour eux, c'est d'avoir le visuel, puis que ça frappe, puis que les gens se disent c'est juste ça que j'achète parce que c'est la marque. C'est le rouge, c'est le bleu. Moi, je pense que les bannières de commerce de détail devraient repenser. Oui, offrir la place, puis ils donnent du gros argent là, pour être là. Mais qu'est-ce qu'on pense? Est-ce qu'on pense uniquement à court terme sur j'ai une marque qui paye la place, ou je vais penser à mon consommateur? Aujourd'hui, on voit que les microbrasseries, par exemple, ont des frigos entiers, des espaces dédiés. Et c'est le premier qui va tirer, qui va sortir gagnant de ça. Et tu vois, la semaine passée, je parle beaucoup, mais vas-y. La semaine passée, je regardais un reportage sur une bannière française, en fait, qui a fait le choix de mettre un espace dédié aux produits locaux dans son magasin. Mais pas un petit espace, là. C'est énorme. Puis là, c'est marqué produits locaux, produits du terroir partout. Puis tu vas pas dans chaque rayon chercher tes spaghettis qui sont faits au Québec. Tu vas faire 2 rayons supplémentaires, tu vas chercher ton jus de fruits. Tout est rassemblé là-dedans. Puis le directeur du magasin, il disait, c'est l'endroit où je fais le plus de marge et c'est l'endroit où je fais le plus de ventes. Alors moi, j'attends que les bannières fassent le même move, c'est-à-dire qu'on parcourt pas tout le magasin pour trouver les produits du Québec, mais rassembler tout ça ensemble, puis la visibilité en fait des produits québécois va être beaucoup plus accrue. Puis tu sais, quand on dit dépenser 20$ de votre panier d'épicerie va créer, si tout le monde le faisait, va créer des centaines de milliers d'emplois au Québec, c'est une des choses qui pourrait être faite. Oui, je suis d'accord. Il reste quand même, tu sais, récemment, on a vu l'acquisition, on parle de la microbrasserie, on parle de la microdistillerie, et je vais saluer notre ami Nicolas Duvernois. Félicitations pour Pure Vodka. Qui nous a soutenus dans la campagne de sociofinancement, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, vous faites souvent affaire ensemble, d'ailleurs, je pense, pour des trucs, parce que on s'entend avec le gin Romeo puis le tonic de 1642, ça va bien ensemble. Je suis adopté de la cohorte Adoptink, en fait. Oui, c'est vrai, Adoptink, c'est vrai. Il faut que les gens s'inscrivent pour la nouvelle cohorte, il y a encore des places. Oui, d'ailleurs, ça, on va y revenir. Il y a beaucoup de choses à parler avec toi, c'est ça qui est fou. Puis c'est une raison pour laquelle je suis content de t'avoir. Mais je vais revenir en fait au point au niveau des microbrasseries, par exemple, pas très très longtemps, je dirais pas une date précise, pour garder l'épisode actuel. Mais pas très très longtemps, la microbrasserie Le Trou du Diable s'est fait acheter par Le Gros. Le Gros, c'est ça. Puis on voit ça dans les microbrasseries. Ça fait longtemps, ça fait au moins 5 ans que
tu sais, ça a commencé, je me souviens, dans le temps avec Goose Island. Oui. Chicago, c'était une des premières microbrasseries qui s'est fait acheter par le gros. Mhm. Puis ensuite, là, il y en a d'autres tranquillement qui se font racheter. À Québec, on avait eu aussi l'Archibald qui s'était fait racheter. Là, tranquillement, à mesure qu'on va voir des sodas, j'imagine qu'il va y avoir des offres dans ce genre-là, parce que c'est ça l'objectif. Vous prenez des parts de marché de ces Oui. gros-là. Eux, ils ne veulent pas vous les donner, ces parts de marché-là. Non. Donc, vous le dites, c'est ça que tu dis. Et ils prennent plus de place dans les allées, ça arrange pour pas que vous soyez visible. Est-ce que tu penses que dans pas long, ça va être ça qui va se passer? Il va commencer à avoir des sodas qui vont se faire racheter? Ben, je pense que dans le cas de Trou du Diable et de Archibald aussi, en fait, il faut que la compagnie en fait arrive à une certaine maturité et en gestion de croissance pour qu'une plus grosse entreprise s'intéresse à des plus petites compagnies. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le modèle, c'est que les grosses compagnies n'arrivent plus à innover, n'arrivent plus à créer des choses de valeur et une perception de plus en fait pour le consommateur. Ouais. Et en fait, sont dans l'obligation de racheter des plus petits joueurs qui, eux, ils s'en foutent, ils vont innover, ils démarrent une entreprise. Le risque, je vais le prendre parce que j'ai une place à faire sur ce marché-là. Et j'ai lu beaucoup, les gens sont comme Trou du Diable, c'est plus une microbrasserie, nanana. Mais je suis comme, mettez-vous à la place de l'entrepreneur qui a mis tout sur la table, qui a travaillé d'arrache-pied en fait pour monter cette business-là à ce niveau-là. Je pense que c'est juste une question de est-ce que dans le contrat, Trou du Diable est responsable de ses opérations et va continuer à faire de la qualité et les meilleurs produits possibles? Est-ce que le gros joueur va permettre à Trou du Diable d'être distribué pas dans 500 points de vente, mais dans 1000, 2000, 10 000 points de vente? Est-ce qu'on est en train de démocratiser justement l'accès au goût des microbrasseries? Alors, c'est deux choses. Je comprends que les gens soient mécontents parce que ça fait, c'est la facilité, la microbrasserie se fait racheter par une multinationale, mais mettez-vous à la place de l'entrepreneur. Si on garde la qualité des produits, la façon de faire, les emplois au Québec, qui sont hyper importants pour moi, puis je pense pour les gens du Trou du Diable, ben, je pense que c'est correct. On fait pas à la fin, là, il faut qu'une business puisse faire vivre et survivre les employés. Là. Je suis absolument 100% d'accord. Moi, j'avais vu, je m'étais beaucoup fait l'avocat du diable par rapport à ça, parce que moi, je vois ça. Je veux dire, quand on démarre une entreprise, je pense, c'est mon point de vue, si tu peux le partager ou pas. Tu as deux choses. Soit tu grossis au point de prendre des parts de marché puis devenir le plus gros, puis d'en acheter d'autres, puis de prendre les parts de marché au complet. Soit que tu grossis au point de devenir un point où est-ce que tu peux plus grossir plus, puis tu te fais racheter. C'est un peu la loi de la consolidation du marché. Il n'y a rien de vraiment mal à ça. Toi, ce que tu veux en bout de ligne, en tant qu'entrepreneur, généralement, c'est quoi tes valeurs que tu as à cœur? Est-ce que tu veux que justement ton entreprise reste locale? Est-ce que ta valeur le produit avant tout et tu te fous de garder les emplois locaux? Ça n'a pas vraiment d'importance dans la mesure où est-ce que c'est des valeurs d'entrepreneur finalement qui sont mises de l'avant. Mais c'est ça, c'est comme il vient un temps aussi où est-ce que l'entreprise atteint un niveau où est-ce que c'est plus gérable des fois pour un entrepreneur à un certain niveau. Tu sais, je suis plus capable de grossir, je suis plus capable d'avoir une croissance. Puis c'est là où est-ce qu'un gros joueur, ça fait du sens dans la croissance, dans la continuation de la croissance. C'est pas une mauvaise chose pour l'entreprise québécoise qu'un gros ait acheté le Trou du Diable, par exemple. Clairement, mais je sens venir ta prochaine question. Est-ce que ça va être la même chose pour moi? Nous, notre mission, en fait, c'est de déstandardiser le goût, d'offrir des produits différenciés, en fait, à un maximum de personnes. Aujourd'hui, je suis beaucoup trop passionné par ce que je fais. J'ai beaucoup trop de fun à faire ce que je fais pour pouvoir recevoir une offre d'achat sur ma compagnie. Puis c'est notre 3e année, mais on n'est pas encore assez.
le gravier dans la chaussure des multinationales, il est microscopique pour l'instant, pour qu'ils puissent éventuellement penser à nous racheter. Mais c'est sûr que la mission étant de démocratiser et de changer des goûts différents, ben, je sais pas qu'est-ce que je ferai dans une dizaine d'années si j'ai une offre sur la table. Je pense que ça dépendra des conditions de rachat. Si c'est en fonction de ce que je pense être bon, il y a peut-être des chances qu'on se fasse racheter. Oui. Puis comme tu dis, à un moment donné, tu arrives tellement gros que de toute façon, ils vont trouver un moyen ou un autre en fait de se faire acheter par une opération hostile ou par il y a plein de manières de le faire en fait. Ouais, ça, ils vont arriver, ils vont tout faire, ils vont faire des offres d'achat si tu refuses à un point où est-ce qu'ils disent bon, regarde, on va s'en occuper. Ils vont faire leur mafia, puis ils vont faire qu'est-ce qu'ils vont faire pour te mettre des bâtons dans les roues. Soit qu'ils vont appeler leur contact au niveau des embouteilleurs, par exemple, ils vont s'arranger pour pas que tu aies de bouteilles, des trucs Il y a plein de façons de faire, mais si tu vois l'exemple de Jean Coutu, par exemple, l'exemple de Jean Coutu est allé sur le marché public. À partir du moment où tu vas sur le marché public, tu es à la merci d'opérations d'achat, en fait. Parce que tu offres de l'actionnariat public. Donc, techniquement, dépendamment du nombre d'actions que tu délivres en allant lever de l'argent sur le marché public, ben, il y a des joueurs qui peuvent grappiller des pourcentages d'actions. Exact. Là, on va aller plus dans le niveau entrepreneurial. Je veux ton parcours entrepreneurial. Puis on va parler aussi de ton implication dans le domaine entrepreneurial. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une entreprise très jeune encore, que tu as démarré avec du sociofinancement. Oui, au début. 2014. La première chose. Puis, mais avant ça, tu as eu une. Bon, ce qu'on a compris, c'est que tu as une famille entrepreneuriale. On voit ton inspiration de où est-ce qu'elle vient. Mais quand même, tu as pris du temps avant de démarrer ta première entreprise. Puis, tu as été beaucoup dans le domaine hôtelier avant, finalement, de démarrer les 1642. Est-ce que cette expérience de travail-là, puis les études que tu as eues aussi, tu as eu des études en administration, est-ce que tu dirais que ça l'a aidé, ça t'a donné un bagage vraiment suffisant pour dire, OK, là comme quand tu as démarré 1642, je suis prêt, puis ça s'est passé vraiment bien? Ben, je suis peut-être un gars lent à la détente, on va dire, mais il y a toujours une question de timing. Je voulais absolument finir mes études. J'avais choisi l'hôtellerie, puis plus l'hôtellerie un peu haut de gamme, en fait. C'est que j'ai travaillé en Chine, j'ai travaillé en Espagne, j'ai travaillé en France. Puis, quand je suis arrivé au Québec, en fait, l'idée d'entrepreneuriat était toujours quelque part dans ma tête. Mais il n'était pas question pour moi d'arriver dans un nouveau pays en n'ayant aucun réseau, en n'ayant aucun soutien, puis de partir une business. Je pense que j'aurais fait faillite très rapidement. Puis j'ai décidé 5 ans après mon installation à Montréal de partir ma business. Puis là, je me sentais assez fort parce que en l'espace de 5 ans, moi aussi, j'en ai donné des coups de main. J'ai aidé des gens. Je me suis impliqué dans des chambres de commerce. Puis, je me suis dit, bon, là, je suis assez fort. L'hôtellerie, la restauration, je connaissais déjà des gens sur qui je pouvais... je pars mon entreprise de soda. Peux-tu me commander mes 2 premières caisses, s'il te plaît? S'il te plaît. Puis, tu sais... Là, ça a commencé comme ça, plus par mon premier cercle. Puis, ce qui a été le fun, c'est que c'était nouveau. On a réussi à en faire parler dans les médias quand même assez vite. Puis, les produits sortaient. Fait que là, après, les gens sont comme j'ai déjà vendu mes 2 premières caisses, renvoie-moi-en parce que le produit est intéressant, il goûte bon, il est unique. Puis l'histoire derrière ça est vraiment le fun. Exact. Donc, je pense que mes études, mon réseau, les expériences, c'est tout ça qui fait que tu es convaincu de ton idée.
puis que tu te sens... tu vois, quand tu pars de ton emploi où t'es correct, t'es bien, t'as tes vacances, t'as ton salaire, puis tu dois franchir cette ligne, ben t'as peur. T'as peur, mais tu mets des garde-fous pour que, ok, j'y vais, mais j'ai tout mon monde qui me suit avec moi, je me sens soutenu. Tu marques un point absolument intéressant. En fait, il y a plein de questions que je voudrais te poser, mais je vais commencer par ça. Celle-ci, le réseau, c'est une chose super importante, effectivement, quand tu démarres une entreprise. Le réseau et l'idée, finalement. L'idée, il faut qu'elle te passionne. Je veux dire, démarrer une entreprise pour démarrer une entreprise, ben des gens peuvent le faire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au bout de la ligne, généralement, c'est que tu vas t'essouffler, puis tu n'auras pas de mission, il n'y aura rien qui va te motiver à te lever le lendemain pour continuer ta mission. Mais pour démarrer ton entreprise, il y a aussi, comme tu l'as dit, les réseaux. J'avais parlé avec Jean-Nicolas Delage de Fasken Martineau, puis lui m'avait parlé qu'une de ses techniques, lui, pour développer son réseau, c'est exactement ce que tu as fait. C'est-à-dire, il s'implique dans des groupes, il s'implique dans des chambres de commerce, il va dans des CA. Et donc, en s'impliquant, finalement, tu crées, finalement, tu te rassembles avec des gens qui ont la même cause que toi, le même centre d'intérêt. Fait que là, tu renforces ton réseau, puis ces gens-là, généralement, vont être tes premiers clients ou tes personnes qui vont t'amener à avoir des nouveaux clients. Clairement. En fait, on ne fait pas de business derrière notre chaise, derrière un ordinateur, en attendant que le cellulaire il sonne. Là. Exact. Ça, c'est non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et souvent, en fait, en sortant de son bureau, en allant rencontrer des gens, c'est là que les occasions d'affaires se font. Moi, je me rappelle, j'ai deux choses. La première année, je faisais toutes mes dégustations les fins de semaine. Et puis, je faisais une dégustation au Valmont sur la rue Mont-Royal. Et là, j'avais juste le cola. Chez CEO. Puis là, il y a un gars qui est ambassadeur pour le domaine Pinacle qui arrive sur mon kiosque de dégustation, puis il me plante une bouteille de rhum Chic Choc sur la table. Ah ouais. Puis il dit, il faut qu'on se parle. Puis là, moi, j'étais comme... OK. Puis tu vois, c'est ça qui a fait qu'on a fait des festivals avec le domaine Pinacle. On a fait des rhum cola. On a inventé des recettes. Puis ça a créé des partenariats. On a fait des menus de cocktails dans des restaurants, des bars et des hôtels à Montréal. Fait que tout le réseau... Puis en fait, il ne faut pas compter sur un seul et même réseau. Faut butiner un petit peu comme l'abeille dans les fleurs. Plus elle va chercher des fleurs différentes, plus le miel va être bon. Et donc, je ne vais pas faire la liste dans tout ce que je suis impliqué, mais ça me permet de pas... Tu sais, des fois, tu dis, j'ai un jeu de cartes. Quelle carte je vais abattre qui est la meilleure pour cette situation-là? Et souvent, ce n'est pas les mêmes cartes qu'il faut abattre. Il ne faut pas taper sur tout le temps la même carte parce que sinon, à un moment donné, les gens sont tannés aussi. Oui, exact. Absolument, un excellent point. Puis, justement, tu l'as dit, on a l'impression, parce que là, c'est ma prochaine question, puis tu l'as bien amené, on reste pas derrière notre ordinateur pour faire de la business. Il faut aller de l'avant, il faut serrer des mains. Puis, je prends l'exemple du sociofinancement, parce que je trouve ça super pertinent. Parce que là, présentement, tu es dans une campagne de sociofinancement pour ton nouveau cola orange. Présentement, alors on se parle, mais quand l'émission va être publiée, c'est comme ça, il va être disponible en magasin. Je suis certain. Parfait. C'est pour en tout cas. Mais tout ça pour dire, il y a Nicolas Duvernois, comme il écrit dans les affaires, puis il avait écrit un article que j'avais trouvé super pertinent, comme il y a le mirage finalement du sociofinancement. Puis je suis absolument d'accord avec lui. Des fois, les gens voient le sociofinancement comme « Ah, je vais faire un prototype de quelque chose. J'ai une idée, je vais la faire socio-financer. » Puis finalement, ils ramassent le gros magot, puis ils sont pas capables de le livrer. Mais c'est ça, c'est comme à un moment donné, il faut avoir la capacité de livrer le produit avant même de lever le financement, parce que le financement, c'est pas tout. Est-ce que tu pourrais m'expliquer, parce que c'est ta deuxième expérience de sociofinancement, est-ce que tu peux m'expliquer le processus du sociofinancement, puis comment toi, tu le sens, quand tu t'en sers comme levier et non comme c'est la solution? En fait, l'idée du sociofinancement, c'était, en fait, on élargit la famille de produits. On va aller sur un 1642 orange avec de l'argousier du Québec.
Puis en fait, avec l'équipe, on s'est dit quel est le meilleur moyen en fait pour rejoindre notre consommateur final, lui parler à lui directement, au lieu de faire un lancement de produit un peu plus traditionnel avec un lancement de produit, introduction en bannière, ce qui est très correct aussi. Mais nous, on voulait en fait parler à nos gens directement. Parce que quand tu as vendu 1 million de bouteilles de soda, il y a des gens qui achètent. Il y a des consommateurs finaux en fait qui veulent que tu les inclus en fait dans ton processus, dans comment tu fais les choses, comment tu réfléchis à faire un nouveau produit. Et le sociofinancement est arrivé en fait d'une façon naturelle, dans le sens où oui, c'est le fun d'avoir un financement pour un nouveau produit et la recherche et développement, mais au final, on crée de la curiosité sur le nouveau produit. On a eu Journal de Montréal, Journal de Québec, on a eu plusieurs blogueurs, on a eu Journal de Métro. Puis tout ça, en fait, ça participe à « Hey guys, 1642, ils sont en sociofinancement pour leur nouveau produit qui va sortir en avril. Puis, ce qu'on a remarqué, là, on est à peu près à 200 contributeurs, des gens qui ont mis la main à la poche pour nous soutenir. Puis, les gens avaient beaucoup de questions. Puis, on a une contribution qui fait que les gens vont venir faire la recette avec nous. Puis, les gens aiment l'histoire, puis veulent participer à l'histoire. Fait que c'est... faut pas voir, tu sais, on dit souvent, partez pas en entrepreneuriat pour faire de l'argent, partez parce que vous êtes passionné de quelque chose. Ben, le sociofinancement, oui, c'est un moyen de faire de l'argent, mais faut pas que ce soit, pour moi, faut pas que ce soit la raison essentielle en fait de partir un projet comme celui-ci. Faut être capable de livrer aussi, parce que nous, ça fait quand même 3 ans qu'on est en opération. Fait qu'imagine, je suis pas capable de livrer. L'image de la compagnie est en jeu, la crédibilité, le sérieux, la sincérité. Puis nous, je pense qu'honnêtement, on va être capable de livrer la marchandise sans problème. On a toute l'équipe pour faire ça, mais on veut que les gens aient une expérience supplémentaire grâce à ça. Oui, exact. Mais j'aime bien la façon que tu lèves le financement, les packaging que vous avez. Bon, évidemment, vous donnez des contreparties. Des contreparties. Mais bon, vous allez avoir le lancement. Justement, les gens vont pouvoir participer à la recette. C'est quoi donc les autres choses? Il y avait des... Il y a un cours de mixologie. Oui, un cours de mixologie, oui. Il y a des kits de mixologie, il y a des décapsuleurs, il y a des sous-verres. Ouais. En fait, on va jusqu'à la plus grosse contrepartie qui est un cocktail privé pour 25 personnes avec un service de bar où tu choisis tes cocktails, où tu n'as rien à t'occuper pendant plus de 3 heures. Tu as un DJ qui vient faire le party avec vous, puis... on a déjà 2 contributeurs qui ont pris cette contrepartie-là. Il y a aussi une contrepartie parce que je me fais demander de plus en plus des conférences. Fait qu'on s'est dit, il y a des organismes... D'ailleurs, merci. Mais là, on a encore... je donne une conférence à Rimouski fin janvier. Oui. Puis ça a été une bonne façon pour eux faire comme ok, on va vous encourager sur votre campagne, puis viens faire une conférence auprès de nos jeunes sur l'entrepreneuriat. Fait que c'est du donnant-donnant. Ouais, c'est ça, exactement. Puis c'est bien. Puis il y a quand même, moi, ce que j'aime, 2 choses. Tu promeus l'entrepreneuriat dans ta mission. Ouais. Mais la mission première d'entreprise, c'est pas de faire des sodas, c'est de faire découvrir pas la mixologie, mais de faire découvrir d'autres saveurs. Finalement. Exactement. C'est vu partout, c'est vu dans la façon que vous avez... Bon, on a les sous-verts ici. Parce que là, il y a c'est pas des mélanges, mais de la mixologie, finalement. C'est des façons de faire des cocktails différemment. Puis, effectivement, la mission principale, en fait, c'est d'offrir des goûts uniques à un plus grand nombre de gens, en fait. C'est déstandardiser le goût. Ouais. Et qu'en fait, on travaille en ce moment là-dessus sur nos prochaines signatures, mais c'est que les consommateurs aient le choix du goût, en fait. C'est ça notre mission. Excellent. Non, c'est excellent, puis j'adore ça, parce que c'est ça qui te motive généralement à passer au travers des étapes difficiles de l'entreprise. Puis là, tu me vois venir, il y a des étapes difficiles. En entrepreneur, le plus difficile, c'est pas nécessairement de se lancer. Oui, de se lancer, c'est pas facile. Des fois, comme tu vois le vide, puis là, il faut que tu le fasses. Mais une fois lancé, c'est agréable. Mais
bon, dans la descente... Pas toujours. Ouais. Bon, il y a toujours des bémols, effectivement. Mais c'est ça, il y a des embûches. Ouais. Puis s'il n'y a pas d'embûche, je pense qu'il y a un problème. Clairement. C'est comme, il y a quelque chose qui se passe de pas normal. Est-ce que tu peux me parler raconter un moment entrepreneurial que tu as vécu avec les sauts de 1642 en particulier, ou peu importe seul, que ça a été comme, tu te dis, je passerai pas au travers, c'est fou, là, comme... Mais c'est sûr que on avait peut-être imaginé, puis on imagine, l'être humain a une capacité en fait d'imaginer les choses plus positives qu'elles le sont vraiment. On pensait en fait que le Québec allait nous ouvrir l'ensemble des bannières comme ça, puis que ça allait rouler, puis qu'on aurait notre place facilement. Ça prend du financement, ça prend du marketing, ça prend de l'explication. Puis c'est sûr qu'il y a toujours une partie en fait du financement à aller chercher qui est difficile pour tout le monde, pour tous les entrepreneurs. Je sais qu'il y a quelques programmes qui vont être mis en place ou qui sont mis en place en fait pour soutenir le financement entrepreneurial. Ça, c'est la première difficulté où je me suis dit, wow, il va pas me falloir 10 000 piastres. Ouais. Il va m'en falloir peut-être 150 ou 200 000 en fait pour asseoir ma marque au Québec. Puis c'est ce que m'avait dit Alexandre Taillefer quand je suis passé à l'émission dans l'Œil du Dragon. Moi, je demandais, si mes souvenirs sont bons, je demandais 20% de l'entreprise pour 30 000 $. Puis Alexandre, pour te dire comment Alexandre... Il est visionnaire et dit non mon gars là, c'est 100 000 piastres qu'il va te falloir parce que c'est pas avec 20 000 $ que tu vas asseoir ta marque au Québec. Fait qu'il m'a dit moi je te propose 100 000 piastres puis whatever. Puis il y a plusieurs anecdotes plus croustillantes on va dire où je me suis pas mis à douter de moi, mais c'était assez drôle. La première fois que j'ai fait mes 4 packs en carton, en fait, on est parti en impression, puis je valide. Donc, je signe pour dire tout est correct, on peut partir en impression. Fait qu'on part en impression. On sort la première production en janvier 2015. Et là, quelques semaines après, puis je m'en souviens encore, c'est un Jean Coutu à Terrebonne qui m'appelle. Il dit Bastien, ton numéro 800 sur ton 4-pack, je suis tombé sur Samantha qui offre des services sexuels. Es-tu sûr que c'est le bon numéro 800? Puis j'étais comme non! Fait que là, je regarde mon numéro 800, je compose mon numéro 800, puis effectivement, c'était Samantha qui offrait des services sexuels. Fait que là, tu dis, hey, c'est pas. T'as pas des moments de doute, mais t'es comme, mon Dieu, j'ai manqué ça. Ouais. Puis ça t'apprend après, pour les prochaines impressions, à tout checker. Ouais. C'est comme, la confiance n'exclut pas la prudence. Tu peux avoir un partenaire avec qui t'es en pleine confiance, mais ça n'exclut pas que lui ne vérifiera pas tout comme toi tu vas le faire. Ouais, exact. Fait que c'est des petites anecdotes comme ça qui font que ça te rend plus expert, en fait. Ouais, non, absolument. Il y a deux points qui ressortent de là, puis que je veux décortiquer un petit peu avec toi. Ton passage à l'émission Les Dragons, justement, tu t'es entouré d'excellents dragons. Un de mes idoles, Alexandre Taillefer. Ouais. J'ai en admiration par ce qui a passé, par le down qu'il y a eu dans son entreprise. Je parle pas... il y a eu... T'as lu son livre? Ouais, non, j'ai pas encore lu son livre. Oui, d'ailleurs. C'est excellent. Il fait partie de mes livres que j'ai sur mon Amazon. Puis bon, t'as Beauchemin aussi, Serge Beauchemin qui est là aussi, puis t'as Martin-Luc Archambault. Puis tu sais, c'est tout du monde qui comprenne. Mitch Garber, ça aussi. Puis tu sais, est-ce que tu dirais que c'est plus les dragons qui t'ont aidé à lever ton entreprise que justement ton passage on s'entend qu'un passage au dragon, c'est quand même une bonne publicité. Oui. Mais est-ce que tu dirais que c'est plus eux autres, un peu leur mentorat d'une certaine mesure, qui t'a aidé finalement à lever? D'expérience, en fait, l'émission Dans l'œil du dragon est un vulgarisateur de l'entrepreneuriat au Québec qui est excellent, en fait, pour motiver les jeunes à se partir en entreprise. Peut-être que...
en fait, l'émission est faite pour faire rêver un petit peu, pour dire Ouais. c'est possible, vous pouvez obtenir du financement par des entrepreneurs aguerris, etc. L'émission en tant que telle, c'est 800, 900 000 personnes qui te regardent pendant 7-8 minutes parler de ta passion. Fait que ça se transmet à travers l'écran, est extraordinaire. Le nombre de messages que j'ai reçus ce soir-là et dans la semaine d'après, le nombre de gérants d'épicerie qui m'ont appelé pour rentrer mes produits la semaine d'après, ça a été malade. Mais après, il faut surfer sur la vague, puis il faut rester sur la vague. Miser en fait miser la croissance de l'entreprise sur uniquement un passage en télévision, c'est être complètement fou. Il faut avoir les reins solides après. Et les reins solides, en fait, on les a grâce au conseil d'entrepreneurs comme Serge Beauchemin, Alexandre Taillefer ou les deux autres. Donc, je dirais que pour lancer l'entreprise, ça a été très bon, mais qu'il ne faut pas se suffire de ça pour continuer la croissance. Et ensuite, après, on n'est plus dans la, dans la business spectacle, mais dans la réalité, les opérations, la stratégie, comment on se voit où dans 3 ans, comment on fait ça, la stratégie des ventes, comment on va en Ontario, comment on va en Alberta. Tout ça, c'est du travail vraiment acharné pour y arriver. Et heureusement, en fait, qu'on a accès à Serge, Alexandre, Mitch et Martin-Luc, en fait, qui nous supportent, qui nous donnent des conseils, qui vont des fois pas être dans la connaissance de l'agroalimentaire, mais qui ont la connaissance de l'entrepreneuriat. Ouais. Puis ça, c'est extraordinaire. Ouais, ça. Puis c'est ça qui est spécial, que quand tu es entrepreneur, tu es supposé avoir toutes les réponses, d'une certaine mesure. Mais en quelque sorte, parce que généralement, les gens s'attendent à ce que tu les aides, puis c'est normal parce que c'est ton entreprise, mais on les a pas. Puis tu vois, moi, où est-ce que j'en viens avec ça, c'est que tu t'impliques dans beaucoup de... Bon, ça va être le temps de les nommer dans tous les comités, Oser entreprendre et ainsi de suite. Est-ce que, donc, j'aimerais ça que tu nommes ces comités-là dans lesquels, pas les comités, mais tous les programmes dans lesquels tu es présentement. En plus de ton entreprise, je me trouve ça fantastique. Puis deuxièmement, qu'est-ce que tu dirais que ça apporte finalement à un entrepreneur, du mentorat justement, ou est-ce que tu dirais que c'est nécessaire pour la croissance de l'entrepreneur? Donc, pour les nommer, mais il y en a, je vais en oublier en fait. Ouais, c'est ça. Il y a le Conseil de la transformation agroalimentaire du Québec, il y a le Conseil de l'industrie bioalimentaire de Montréal, le CIBIM, la Fondation Montréal Inc., la Fondation de l'entrepreneurship, Adopt Inc., puis là j'en oublie encore, mais tout ça fait grandir l'entrepreneur parce qu'on revient à la question que tu avais d'avance. Le réseau fait que tu as de plus en plus de réseaux importants et ça fait grandir l'entreprise parce que c'est comme un entonnoir, si tu veux, c'est comme plus ton réseau est grand, plus les occasions d'affaires sont importantes. Ouais. Et je trouve que l'implication, en fait, de redonner au suivant, c'est fondamental aussi parce que si toi tu as vécu l'épisode du numéro 1 800 puis qu'il y a quelqu'un qui se part en entreprise, tu dis hey, by the way, vérifie tes fichiers d'impression vraiment au détail près avant de partir. C'est des petites anecdotes mais qui vont te faire sauver peut-être 6 000 $. Puis quand tu es en démarrage, 6 000 $, là tu les prends là. Oui. Donc puis par rapport plus que ça, tu as aussi toutes les bourses, en fait, les aides, le SAGE, par exemple. Il y a de plus en plus de mesures. Le Canada et le Québec sont un petit peu en retard par rapport au modèle européen, parce que j'ai des amis à moi qui sont entrepreneurs en France, puis tu sais, quand ils me disent les aides qu'ils ont reçues, là, je suis comme... C'est fou, là. C'est malade. Intéressant. OK. Mais je pensais qu'on était bien. On est bien, là, mais... On est... Par rapport, peut-être en Amérique du Nord, on est correct, mais ça, c'est une volonté politique, c'est-à-dire, vous voulez des entrepreneurs, vous voulez de la création de richesse au Québec, mettez de l'argent pour ça. Mettez de l'argent en éducation, mettez de l'argent dans la formation, parce que c'est ça qui fait que les entrepreneurs sont plus aguerris. Oui, absolument. Hein?
Puis si tu viens d'ouvrir une porte que j'avais jamais vue, là. La différence entre l'entrepreneuriat en Europe et au Québec, qu'est-ce que tu dirais, c'est quoi les plus gros facteurs différentiels? Est-ce que c'est le réseau? Est-ce que c'est la proximité entre tous les pays? Est-ce que c'est les gens qui ont plus d'argent là? Ou, le truc, c'est qu'il y a déjà une donnée démographique. Quand tu démarres au Québec, tu as un potentiel de clients de 8,5 millions d'habitants. En France, c'est 69 millions d'habitants. Oui. Fait que le marché n'est pas du tout le même. Les habitudes de consommation ne sont pas les mêmes non plus. Moi, je n'ai pas entrepris en France, mais de mon œil extérieur, en fait, la France... vieux pays du continent européen reposait sur ses 30 glorieuses, sur une industrie peut-être un peu vieillissante. Puis à un moment donné, ils ont fait comme, ok, si on prend pas la marche de l'entrepreneuriat, c'est l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne et l'Angleterre qui vont passer devant nous. Donc là, il y a un mouvement en ce moment, c'est fou. Là. Le plus gros incubateur en Europe, il est à Paris, là, puis c'est énorme. Là. Donc, il y a une volonté politique, que ce soit dans les aides financières dès la première année, que ce soit les bourses, que ce soit financement de la recherche et développement, des prototypes. C'est beaucoup plus fort qu'au Canada à l'heure actuelle. Wow. Donc, on peut, je pense qu'on peut améliorer nos programmes. Tu sais, on disait souvent, le problème, c'est le financement. Oui, les statistiques, c'est une entreprise sur 10 va fonctionner. C'est une statistique. C'est mathématique, c'est difficile à entendre, mais c'est comme ça. Mais si la compagnie fait un bombardier d'elle-même ou fait un fleuron québécois, et ben là, en fait, tout l'argent sur les 9 autres compagnies qui ont été dépensées valent la peine. Exact. Là, je sais que là, je regarde le temps, puis j'ai encore trop d'autres questions. Je parle trop. Non, moi aussi, je parle. Mais non, on aurait encore beaucoup à dire. Mais je vais avoir une dernière question pour toi. Mais avant de terminer, j'aimerais d'abord te remercier. Ça fait plaisir. Bien sûr, pour d'être déplacé, d'avoir pris ton temps, d'avoir pris une heure de ton temps pour venir ici, venir au Saint-Pierre. Deuxièmement, pour te remercier pour la contribution entrepreneuriale que tu fais pour les entrepreneurs. Merci. Tu t'impliques. Pour moi, en fait, tu es un exemple vraiment de réussite. Tu es en voie de réussir. Et continue ton travail. Je te souhaite le meilleur des succès pour la suite. Et puis, on va demander au Saint-Pierre qui te porte chance pour le sociofinancement. Mais je pense que ça va bien aller. À l'heure où on se parle, on est presque à 80%. Oui, exactement. Puis il te reste 10 jours, je pense. Il reste 11 jours. 11 jours, c'est puis ça. Normalement, dans la dernière semaine, c'est aussi fort que la première semaine parce qu'il y a beaucoup de gens qui font comme « Ah oui, ça m'intéressait. » Puis là, il y a un autre courriel qui rentre, puis ça passe par après. Mais je suis confiant. Donc, encore une fois, merci pour tous tes efforts. Merci d'être ce que tu es puis de faire ce que tu fais, de créer finalement de la richesse comme ça au Québec. Merci. Ma dernière question, c'est une petite question ouverte comme ça, inspirationnelle. Finalement, si tu avais à... en fait, je vais la placer... Si on t'amenait à faire un speech devant les entrepreneurs, puis que tu avais seulement 2 minutes pour inspirer finalement une cohorte d'entrepreneurs, puis c'est tout ce que tu as, mais vraiment, c'est comme ça va tout changer dans leur vie. Ce speech-là, finalement, qui vient de tes tripes, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Ben, ce que j'aurais à leur dire, en fait, je voudrais pas vendre du rêve pour vendre du rêve. Je veux que les gens, en fait, choisissent l'entrepreneuriat pour les bonnes raisons. Et quand on parle de passion, en fait, il faut vraiment se rapporter. Est-ce que quand je vais me lever et aller à mon travail, j'irai pas au travail, j'irai passer mes 8-9 heures pour ma passion, pour faire une mission qui est plus grande que moi. Alors, il y a une question vraiment à se poser, c'est est-ce que ma mission d'entreprise, elle est plus grande que moi-même? Et puis, tu vois, Alexandre le dit souvent, c'est que lui, il veut changer les codes de la société dans le transport électrique. Moi, ma mission pour 1642, c'est de démocratiser un goût différent, en fait. Et je pense que c'est de vivre
vivre ses rêves, vivre sa passion en se posant les bonnes questions. Parce que au final, on va comme au poker, là, on va all-in, puis les risques sont importants. Là. T'as pas le goût qu'on saisisse ta maison, t'as le goût que ta compagnie crée de la richesse, que tu payes tes employés, puis que ça profite à la société en général. Super. Voilà. Bon, ben c'est inspirant. C'était presque 2 minutes, là. Ouais, c'est presque ça. Faut pas loin de ça. En fait, pas mal ça. Hey, encore une fois, merci beaucoup. Merci je vais te laisser aller le reste de ta journée. Je sais que tu es très occupé. Puis tout le meilleur des succès pour la suite. Puis on s'en reparle, je pense, bientôt. À très bientôt. Salut.